Bienvenue à tous les curieux. Mon nom est Jean Passepartout, pour vous servir. Il existe tout un tas de légendes urbaines ou d'histoires avérées concernant des livres, des films, des chansons, des partitions ou autres créés par de grands artistes et restés cachés plus ou moins longtemps ou même oubliés. Le chef-d'œuvre inconnu qu'une connaissance de l'artiste avait gardé durant des dizaines d'années dans son grenier et qui refait surface aujourd'hui comme par miracle. Beaucoup d'artistes ont laissé des œuvres inachevées ou considérées comme inférieures par eux-mêmes ou leurs proches. Et elles sont restées inédites car non publiées. Et Jules Verne ne fait pas exception à la règle. Sauf que dans le cas présent, c'est d'un roman montrant avec précision la vie parisienne avec un siècle d'avance dont il s'agit. Un livre visionnaire que le lecteur aura attendu plus de 100 ans et qui se révèle prophétique à bien des égards. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Paris au XXe siècle. À l'instar de Victor Hugo ou d'Alexandre Dumas, Jules Verne fait partie des auteurs français du 19e siècle qu'il est inutile de présenter. Tout le monde connaît ses écrits d'aventures romanesques évoquant des technologies naissantes, voire futuristes. Qu'il emmène 3 hommes dans la Lune 100 ans avant le projet Apollo, ou dans les entrailles de la Terre, qu'il fasse le tour du monde en 80 jours, bien avant nos marins les plus chevronnés, ou qu'il nous décrive un véritable palais sous-marin filant à vive allure dans 20 000 lieues sous les mers, tout le monde connaît ses héros. Qu'il s'agisse de Phileas Fogg ou du capitaine Nemo par exemple. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Pourtant, tous ces manuscrits ne sont pas devenus de grands succès, loin s'en faut. Certains n'ont même pas été publiés de son vivant. Il existe donc une partie de son œuvre qui est demeurée inédite, bien après sa mort. Paris au XXe siècle fait partie de cela. Et en fait, j'ai réalisé que c'était l'écriture de Jules Verne. Donc je l'ai lu et déjà le titre était absolument incroyable et j'ai découvert que c'était quand même un roman fabuleux. Né à Nantes le 8 février 1828, Jules Verne commence par écrire des pièces de théâtre, puis se lance dans la rédaction de plusieurs romans qui seront refusés pour diverses raisons, avant que son ami Pierre-Jules Hetzel ne publie avec un immense succès 5 semaines en ballon en 1863. Suivront de nombreux romans faisant partie du cycle des voyages extraordinaires, comme Les aventures du capitaine Hatteras, Voyage au centre de la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, Le tour du monde en 80 jours et bien d'autres. Il y a de cela un siècle, il aurait fallu des années pour faire le tour de la Terre. Cela va sans dire. Moi, aujourd'hui, je n'y mettrai pas plus de 80 jours. Reconnu et adulé dans le monde entier pour son œuvre comptant plus de 60 romans, ses nombreuses nouvelles, pièces de théâtre, poésie, chansons et ses articles, il est traduit plus de 4700 fois, ce qui le place au premier rang des auteurs français les plus traduits en langue étrangère et au 2e rang mondial derrière Agatha Christie. Ce succès s'explique par un style relativement simple et direct, des péripéties nombreuses, des héros de toutes les nationalités, des contrées dépaysantes, un travail extrêmement bien documenté et un certain sens de l'anticipation quant aux moyens technologiques et scientifiques de son époque. Tout cela en fait l'auteur universel par excellence et par essence. Mais cet immense succès et cette reconnaissance absolue n'ont pas toujours été à l'ordre du jour pour Jules Verne. Au début de sa carrière notamment, il a essuyé de nombreux échecs et 5 semaines en ballon est loin d'être son premier roman. Avant cela, il avait notamment rédigé des nouvelles qui furent compilées dans le recueil Dr Ox de son vivant, mais aussi Un prêtre en 1839, Le siège de Rome ou San Carlos par exemple, qui furent tous publiés bien après sa mort. Paris au XXe siècle fait partie de cette seconde catégorie. Donc je me suis empressé d'en parler aux Verniens pour savoir s'il manquait un roman qu'on n'avait jamais lu dans l'œuvre de Jules. Et il manquait celui-là. On estime qu'il aurait été rédigé vers 1860, bien qu'une première estimation l'ait daté de 1863. Cette confusion vient du fait que Verne l'aurait proposé à Hetzel en 1863 et que l'éditeur l'aurait refusé en lui adjoignant cette note. Mon cher Verne, fussiez-vous prophète, on ne croira pas aujourd'hui en votre prophétie. Tout était dit. Le principal tort de ce roman était d'être trop en avance sur son temps et de paraître inimaginable, voire science-fictionnel, alors que Verne se voulait pragmatique et futuriste, mais selon de solides bases scientifiques. Ajoutons qu'Hetzel trouvait les personnages peu sympathiques, le ton trop sérieux, une véritable charge selon lui, le style trop fébrile avec des maladresses, un développement de diverses parties à effectuer, etc. C'était une sorte de premier jet pour Hetzel, et l'éditeur demanda à Verne de retravailler le manuscrit d'ici une vingtaine d'années, le temps que l'œuvre soit à la hauteur du sujet. Bref, Jules Verne ne lui paraissait pas mûr pour ce type de récit, mais Verne ne retravaillera jamais le récit et mourra en 1905, à l'aube de ce siècle qu'il avait décrit plus de 40 ans plus tôt. Au début des années 1990, les éditions Hachette et le Cherche-Midi ont décidé de donner une seconde chance à ce roman et à d'autres travaux de Jules Verne inédits et retrouvés afin de laisser les lecteurs seuls juges de la pertinence de ses écrits. Surtout au regard de la carrière qu'a menée l'auteur par la suite et au vu des progrès technologiques effectués depuis sa rédaction plus de 130 ans avant. Michel Dufresnoy est un anachronisme vivant. À 16 ans, il a été lauréat d'un prix de poésie latine et ne vit que pour l'art. Il tient cet amour de son père, aujourd'hui décédé, qui était musicien. Hélas, le jeune homme n'est pas né à la bonne époque car nous sommes à Paris en 1960 et les arts sous toutes leurs formes, que
ce soit la musique, la littérature, le chant, etc., ne sont plus à l'honneur. Vous occupez quelle place dans notre régime? Je suis bibliothécaire. Sont largement mésestimés et méprisés par la société car ce sont des domaines considérés comme inutiles à la communauté, qui doit impérativement générer de larges profits en un minimum de temps. Le XXe siècle est une époque définitivement tournée vers les sciences, la technologie et les affaires. Tout est étudié pour aller vite et être rentable. Les foules se pressent dans des gares ou des stations pour prendre des trains métropolitains qui convergent au centre de Paris, à toute heure du jour et même une partie de la nuit, car les rues et les espaces sont éclairés par électricité. Les trains sont pneumatiques, les voitures fonctionnent à l'hydrogène, etc. Michel vit chez son oncle, Stanislas Boutardin, qui lui a trouvé une place dans un établissement bancaire. Mais il doute des capacités de son neveu à exécuter le travail pour lequel il sera payé. Le jeune homme paraît tout simplement être inadapté à la société actuelle. Il se décrit lui-même comme un oiseau dans un monde de poissons, tout simplement pas dans son élément. Vous êtes obsolète. Il déambule dans Paris à la recherche des livres d'auteurs classiques tels que Victor Hugo, car telle est là sa vraie passion. Hélas, les bibliothèques ne proposent pas de tels textes et ne contiennent que des ouvrages scientifiques ou technologiques. Michel décide donc de se rendre à la bibliothèque impériale. Là, il rencontre monsieur Huguenin, le gérant de la grande bibliothèque, qui s'avère être un autre de ses oncles, mais dont on lui avait caché l'existence. Huguenin semblait être, tout comme Michel, inadapté à la société et il est devenu le mouton noir de la famille. Un paria, celui qu'on n'invite pas aux anniversaires, ni aux fêtes et dont on ne parle jamais, comme pour annihiler son existence. Michel est très heureux de cette rencontre parce qu'il sait à présent qu'il n'est pas seul. D'autres personnes sont comme lui et se sentent mal dans ce monde presque exclusivement scientifique et technologique. Le jeune homme commence bon gré mal gré à travailler à la banque Asmota Gessi et comme tout le monde l'avait prévu, lui-même et son oncle notamment, cela ne se passe pas bien du tout. Il passe par plusieurs postes et échoue au grand livre, par défaut. Comme son nom l'indique, c'est un immense ouvrage où sont répertoriés tous les comptes de la banque. Là, il rencontre monsieur Quinsonas, un homme de 30 ans, à qui il dicte tous les chiffres comptables afin que ce dernier les inscrive dans le grand livre. Cette fois, tiens, ça m'a échappé. Michel peut continuer à lire des livres et en écrire tout en étant intégré à la société. Et Quinsonas travaille à une œuvre musicale qui devrait lui permettre de s'affranchir de sa condition. Les deux collègues aimeraient s'engager comme soldats dans l'armée pour servir leur pays, mais cela leur est impossible car la guerre est devenue automatisée et scientifique. Les soldats sont devenus obsolètes. Par ailleurs, les armes sont devenues si destructrices que plus aucun pays n'ose se faire la guerre. Chez son oncle Huguenin, Michel rencontre Richelot, un ancien professeur, et sa fille Lucie. Très vite, Michel et Lucie tombent amoureux. Pendant ce temps, Quinsonas déraisonne de plus en plus et renverse accidentellement de l'encre sur le grand livre, ce qui coûte leur place à Michel et lui. L'homme décide de partir pour l'Allemagne, tandis que Michel s'installe dans son appartement délaissé. Il aimerait devenir journaliste, mais les nouvelles n'existent quasiment plus. Les arts sont au point mort. La presse n'a plus aucune utilité car il n'y a plus d'informations à donner aux gens. Michel écrit des poèmes sublimes, mais n'arrive pas à se faire éditer. D'abord, il règle ses comptes dans ce livre et il dit qu'un artiste a beaucoup de mal à se faire reconnaître, ce qui est vrai. Dans le dénuement le plus total, il est obligé de manger de la nourriture synthétique conçue à base de charbon. Un hiver exceptionnellement rude frappe toute l'Europe et l'agriculture est durement touchée. La famine règne et le gel recouvre tous les cours d'eau. Comme Jules Verne évoque un monde daté et qui se situe dans notre passé, il est facile aujourd'hui de comparer sa vision avec le véritable Paris de 1960. Certaines choses visent juste, d'autres ne se sont pas réalisées du tout, et enfin, certains éléments ne sont apparus qu'après les années 60, voire bien après. Le roman est très riche et contient des éléments technologiques, mais aussi sociologiques, artistiques et environnementaux. Tous les éléments d'une vie qui s'enrichit à chaque page grâce à un environnement crédibilisé par tous ses ajouts. Aujourd'hui, on me demande de faire du chiffre. Verne insiste grandement sur l'électricité et le fait que la nuit n'existe quasiment plus au XXe siècle, car les illuminations sont partout, y compris sur les façades des immeubles. Il évoque aussi un monde où la technologie est omniprésente. Les nouvelles stars ne sont plus les artistes, mais les scientifiques. Pour cela, force est de constater qu'il a prédit un futur un peu plus lointain que les années 1960, en l'occurrence le nôtre. Accueilli comme une star à chacune de ses apparitions, Stephen Hawking est parvenu à faire ce que personne n'avait réussi jusque-là, rendre l'astrophysique accessible. Sauf peut-être pour ceux qui s'apparentent à un fax et qui trouvent effectivement son point d'orgue dans les années 60. Il parle également d'un art, de toute façon minoritaire, mais beaucoup plus conceptuel que figuratif quand il existe. Il cite Courbet, le chef de file du réalisme, en train de commettre un acte certes hygiénique mais peu élégant. Pour le divertissement, il évoque également un monde qui se focalise davantage sur des choses futiles ou en dessous de la ceinture. C'est notamment le cas lorsqu'il évoque une pièce de théâtre intitulée « Boutonne donc ton pantalon ». On peut y voir une préfiguration des arts qui cesse d'être plus grand que la vie, ou prétendument mieux, et qui se contente de la retranscrire crûment et sans mise en forme. Comme l'a fait par exemple Courbet avec L'origine du monde, ou comme le fera Andy Warhol avec le pop art, effectivement initié dans les années 1960. Et cette tendance n'a fait que se confirmer avec aujourd'hui une foultitude de programmes dits réalité ou de vérité. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. Au niveau de la musique, Verne prévoit qu'on écoutera la musique beaucoup plus fort et qu'elle sera de plus en plus saccadée, au mépris de la mélodie et de
de l'harmonie. No comment. Technologiquement parlant, outre l'électricité présente partout et ce qui ressemble à un fax, il prévoit des dizaines de trains métropolitains partant du Champ de Mars et allant dans toutes les directions possibles et des milliers de gens qui se pressent dans ces wagons pour aller au travail, chez des amis, faire des courses ou rentrer chez eux. En cela, il avait parfaitement anticipé la vie parisienne de la seconde moitié du XXe siècle et d'aujourd'hui avec une centralisation du travail dans la capitale mais de la main-d'œuvre venant de loin, de l'autre bout de Paris, voire de banlieue ou même de province. Il prévoit aussi un train sur coussin d'air et ce train a été une réalité dans les années 1960 puisque l'ingénieur Jean Bertin a déposé le brevet coussin d'air en 1961 et qu'une ligne de métro devait relier Cergy à La Défense. Voici l'invention qui a rendu célèbre Jean Bertin, l'aérotrain. Une ligne nationale devait quant à elle faire voyager les passagers à plus de 200 km à l'heure entre Paris et Orléans. Malgré des vitesses de pointe dépassant les 400 km/h et une entente avec le sommet de l'État pour ce chantier, le projet de l'aérotrain a été abandonné en juillet 1974 par le gouvernement suite à des pressions de la SNCF qui voyait là une grave atteinte à ses intérêts commerciaux. Un train qui vole à quelques centimètres au-dessus du sol. La technologie est révolutionnaire. Il parle également de voitures à hydrogène et même si nos années 60 n'ont pas eu cette chance, plusieurs constructeurs mondiaux ont annoncé la commercialisation d'une voiture fonctionnant à l'hydrogène dans les prochaines années. Et pour ce qui est de certains transports en commun, c'est déjà une réalité. Son grand livre n'existe pas, mais il peut être perçu comme l'ancêtre d'un data center où toutes les données d'une entreprise sont compilées. Toutes nos données numériques transitent dans de gigantesques data centers. Pour la guerre, il prévoit 3 choses. 1. Les soldats ne sont plus nécessaires, seuls les ingénieurs le sont. 2. Les armes sont automatisées et si efficaces qu'elles font beaucoup plus de morts en très peu de temps. 3. Tout le monde possède une arme si destructrice que personne ne fait plus la guerre. Force est de constater qu'il a raison sur les 3 points. Le dernier renvoie bien évidemment à la bombe atomique et à la guerre froide. Par contre, il ne précise pas que de petits États n'ont pas cette super arme et continuent à se faire des guerres à plus petite échelle. Ces conflits, à l'intérieur même d'un État qui avait baissé dans les années 90-2000, augmentent à nouveau depuis 2013, notamment en Syrie, en Centrafrique et en Birmanie. Jules Verne prévoit aussi des conditions environnementales et climatiques particulièrement catastrophiques, entraînant de gigantesques famines et une surmortalité due à ces conditions soudaines et particulièrement rudes. Il ne précise pas la raison de ce soudain changement climatique, mais il évoque une vague de froid sans précédent et il est difficile de ne pas penser que l'industrialisation à outrance n'a rien à voir dans ce rapide changement des conditions naturelles de la vie sur Terre. En résumé, Jules Verne parle avec lucidité de Paris dans les années 1960 sur bien des domaines, mais l'on est obligé de constater que son récit est encore plus proche de notre monde actuel qu'il ne l'est du milieu du XXe siècle. C'est absolument incroyable qu'il ait vu ça au XIXe siècle. Dans son récit, Jules Verne évoque un monde qui paraît lointain, 100 ans dans le futur, mais il ne base jamais ses prédictions sur des procédés loufoques. Il ne fait qu'extrapoler les nouveautés et les changements auxquels il assiste à son époque. Il transforme les inventions balbutiantes en produits finis et consommés par tous, déjà assimilés et ordinaires, normaux. Il sent dans l'air que la technologie fait des bonds si rapides que le prochain siècle ne pourra être que technologique. Ce n'est pas une lubie totalement dépourvue de sens. C'est là tout le génie de son livre. Il ne se contente pas de prévoir l'omniprésence de la technologie dans nos vies, ce qu'il aurait pu faire. Ce qui rend son livre encore plus crédible et tangible, c'est que cette omniprésence a des conséquences dramatiques. Il a su les prévoir avec 150 ans d'avance. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant atlantique nord? Oui. Je crois que c'est ce qui se passe. Il disait dans ce livre, prophétiser, en partant de ce principe que si la prophétie ne se réalise pas, on oubliera le prophète, et que si elle se réalise, il se targuera bien haut de sa perspicacité. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Paris au XXe siècle. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce livre et les autres romans de Jules Verne. Parfait atterrissage, professeur. C'est plus que ça, monsieur, une parfaite démonstration, hein. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.